puis je parle fort, j'ai l'habitude d'entendre quoi. Alors nous reprenons avec un entretien entre Brigitte Jacques et François Regnault. Donc Brigitte Jacques, alors l'entretien nous l'avons intitulé Monter-Fèdre aujourd'hui, parce que Brigitte Jacques remonte la Phèdre qu'elle avait présentée au Théâtre des Abbesses il y a maintenant, c'était le monde d'avant, mais d'ailleurs les hypocagneux de l'époque y avaient été. Et donc cette Phèdre est reprise en juin prochain à l'Espace Carnat, et je vous invite évidemment à en profiter. Et donc, bon, présenter Brigitte Jacques, c'est une très longue carrière dont une grande partie a été consacrée plutôt à Corneille. Vous avez monté presque toutes les pièces de Corneille, l'intégrale. 10, voilà. Ben non, il y en a plus alors quand même. Mais, et donc plus récemment, donc un Racine magnifique, hein, on avait pu en profiter avec les hypocagneux de cette époque. Et puis François Regnault, vous entendez parler depuis ce matin, le fantôme cassé lieu, son pur éclat à signe. Hein. Donc non, c'est pas un fantôme, le voilà en chair et en os. Et donc c'est lui qui a coécrit avec Jean-Claude Milner, que vous avez entendu tout à l'heure, ce livre, cette Bible, qui est le Dire le Vert, dans lequel a été formulée de manière très claire et très frappante toute la doctrine qu'a rappelé tout à l'heure Jean-Claude Milner, et donc ils vont s'entretenir justement autour de Phèdre. Merci beaucoup. Je remercie Hubert Aupetit qui s'est trouvé nous avoir invités d'ailleurs, d'abord moi dans son hypocagne et ensuite Brigitte Jacques Wageman dans son hypocagne aussi. J'ai retrouvé ma vieille hypocagne dans laquelle j'avais été élève il y a quelques 50 ou 60 ans, je ne sais plus. Et donc je suis un ancien élève du lycée Louis-le-Grand. Voilà. Je vais vous lire juste une phrase de Corneille, un peu exprès quand même, mais à laquelle tout le monde sera d'accord. Et Benjamin aussi bien sûr, c'est la voici. Le but de la poésie dramatique est de plaire, et les règles qu'elle nous prescrit ne sont que des adresses pour en faciliter les moyens aux poètes, et non pas des raisons qui puissent persuader aux spectateurs qu'une chose soit agréable quand elle leur déplaît. Puisque nous faisons des poèmes pour être représentés, notre premier but doit être de plaire et d'attirer le public en grand nombre à leur représentation. Il faut, s'il se peut, y ajouter des règles afin de ne déplaire pas aux savants et recevoir un applaudissement universel. Voilà. Et alors, je laisse Corneille de côté et je pense que nous allons dialoguer, Brigitte et moi, d'abord sur la diction de l'alexandrin chez Racine et sur la diction de l'alexandrin en général, et notamment sur le traité Dire le Vers que vous devez à mon camarade, ami, co-disciple, etc., Jean-Claude Milner, et puis moi-même. Et puis ensuite, nous parlerons plus précisément de Phèdre. Dans les interviews qu'on donne de toi en général, tu commences par dire « J'étais d'abord racinienne, bien avant d'être cornélienne ». Oui, oui, mais enfin bon, comme on est vraiment... Oui, j'ai lu Racine très facilement quand j'étais jeune et j'ai adoré, évidemment. Je me suis identifiée immédiatement à toutes les femmes raciniennes, aussi bien Bérénice, Phèdre, bien sûr, Andromaque et Hermione, surtout à l'époque. Et Corneille, je n'arrivais pas du tout à le lire. Je ne le comprenais pas. Je ne l'entendais pas. Et puis... Un peu plus tard, quelques années plus tard, j'ai été nommée professeur dans une école de théâtre et là, je me suis dit, tu ne peux pas, il faut que tu lises Corneille, il faut qu'il y ait un certain nombre, tu ne peux pas enseigner si tu ne sais pas quand même un petit peu de quoi il s'agit. Et donc j'ai commencé à le lire et j'ai été éblouie par l'auteur, en commençant par les comédies, et en particulier une Place Royale extraordinaire, la Place Royale qui est une comédie qui finit mal mais qui était très peu connue d'ailleurs à l'époque et que je me suis empressée de monter et aussi de faire le grand théâtre politique de Corneille et en particulier
des pièces qui étaient quasiment jamais jouées et que j'ai appelées les pièces théâtre colonial. C'est-à-dire où on voit le rapport de Rome avec ces pays dits alliés. Donc j'ai commencé à monter cela et puis je n'ai pas arrêté. Il y a un certain nombre d'autres pièces qui ne faisaient pas partie de ce corpus-là que j'ai monté également. Mais c'était aussi le sentiment, j'avais le sentiment que c'était un chantier ouvert, très peu connu, et de la découverte d'un auteur, ça le rend extrêmement proche. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, donc du coup, Racine, au fond, comme j'étais aussi élève d'Antoine Vitesse, qui montait à peu près à l'époque systématiquement les pièces de Racine, je me suis dit, partons d'un autre côté, enfin allons donc du côté de Corneille. Racine est déjà exploré et donc tout va bien. Donc j'ai beaucoup monté de Corneille jusqu'au moment où j'ai eu envie de monter une première pièce de Racine qui est Britannicus, la comédie française, et puis ensuite voilà, et puis fait. Alors je me suis lancée dans Racine avec un sentiment de retrouver quelque chose que j'avais toujours aimé et connu, c'est-à-dire le rapport de la langue, ça on va peut-être le développer comme ça, et le corps, enfin quelque chose qui se disait du côté qui se nouait entre le corps de l'acteur, le corps, comment porter l'extraordinaire passion et violence, parlons de fait parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant, comment la langue s'empare de ça et nous envoie vers quelque chose d'inouï. Voilà, enfin bon, on dira ça. Sur la rencontre avec le vers, je dois donner un petit peu d'explication, enfin, notamment sur élève ici ayant appris plus ou moins des choses sur l'alexandrin. Je me rappelle qu'un premier souvenir que j'ai, qui est un point très précis, dans une répétition dans un coin perdu de Paris, où tout d'un coup quelqu'un, Christian Rist, voulait jouer la veuve de Corneille, et dans de Sarthe, Gérard de Sarthe, le grand acteur qui a joué ensuite avec Chéreau, et notamment qui a joué notamment Hamlet, et puis ensuite Per Gynt, et qui devait à la fin jouer dans Comme il vous plaira. Et à un moment, on retenait simplement comment dire les vers, on ne savait pas grand-chose, donc je prends un point très très basique, et je me rappelle très bien qu'il y avait l'expression « ne parlez pas d'amour », c'est-à-dire quelqu'un, au début de La Veuve, dit « si vous voulez draguer une fille, si vous voulez avoir du succès, surtout ne parlez pas d'amour, parlez ER, c'est la meilleure des choses. Ne parlez pas d'amour. Il ne faut pas parler d'amour, parce que si vous commencez comme ça, vous allez perdre. » Et alors, nous savions, nous croyions savoir que l'accent était sur la dernière syllabe. Donc on disait « ne parlez pas d'amour ». Et alors ça faisait un effet bizarre, parce qu'on ne parle pas comme ça quand même. Ne parlez pas d'amour. Ne parlez... Alors on disait « mais non, mais ça ne veut pas... » Et alors, évidemment, nous ne connaissions pas le mot phonologique. Vous savez maintenant qu'avec le mot phonologique, ne parlez pas d'amour, faites un mot phonologique à lui tout seul, et à la limite, ne parlez pas va avec parler. Donc, vous aurez dans le vers, ne parlez pas d'amour, et là, vous entendez comme ça un sens normal. À partir de là, nous nous interrogions plus ou moins sur les vers, et à partir du moment où, ayant connu par ma sœur Anne, qui travaillait avec Vitesse, Brigitte qui travaillait avec Vitesse, et m'étant intéressé au fait que Brigitte voulait jouer du Corneille, nous nous sommes posé des questions sur le vers. Alors après, la rencontre se fait de la façon suivante, c'est-à-dire que Jean-Claude Milner, qui était rue d'Ulm, avait été à Harvard, où il avait été élève, si je puis dire, de Roman Jacobson, l'un des plus grands linguistes qui ait existé, et dont je ne saurais trop vous recommander le livre.
Je pense que Hippocagneux, Cagneux, première, seconde, etc., vous allez tous acheter les essais de linguistique générale et aussi les écrits sur la poétique, parce que dans les essais de linguistique générale, vous trouvez un immense chapitre sur la poétique, et Jacobson prétend bien que la poétique fait partie de la linguistique. Et de la linguistique, je dois dire qu'il n'en est pas souvent question. J'entends beaucoup de choses sur la rhétorique, sur la poétique même pas, sur la métrique, etc. Mais l'idée, et c'est l'idée fondamentale, et à supposer, ne retinssiez-vous rien que cela, que j'aurais gagné ma journée, c'est que le vers est un arrangement, une association, une combinaison entre la langue et lui-même. Et que, comme Jean-Claude Milner l'a encore rappelé tout à l'heure, toutes les langues du monde ont des vers et les vers sont faits avec la langue. Et il peut y avoir de temps en temps des langages entièrement abstraits qui ne correspondent pas du tout à la langue. Mais à partir du moment où il y a une langue, il y a la plupart du temps des vers et ils sont fabriqués avec la langue. C'est une des raisons pour lesquelles, dans le traité Dire le vers, vous avez constamment, presque à toutes les pages, presque à tous les théorèmes, à toutes les propositions, une association entre la langue française et les propriétés de la langue française et le vers lui-même. Et à partir de là, je me rappelle que, revenu de Harvard, Jean-Claude disait à Brigitte et à moi, vous avez des questions, j'ai les réponses. Il les avait, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons été associés très vite, et toi-même montant les pièces de Corneille, à des exercices de diction qui ont conduit à la publication de ce traité et qui ont été appliqués couramment, constamment par les élèves, puis par les acteurs qui ont joué avec toi, soit dans La Rue Blanche où tu as enseigné, soit ensuite quand tu as commencé à faire des mises en scène, et qui ont commencé d'ailleurs par le Pompée de Corneille, il faut bien le dire, et qui ont été tout à fait féconds, c'est un enseignement qui a été tout à fait fécond et qui a permis de régler toutes les questions à un point tel que, je dois dire, lorsqu'aujourd'hui Brigitte commence une mise en scène et qu'il y a des nouveaux acteurs, croyez bien que nous ne sommes pas à la table en train d'expliquer ce que c'est qu'un mot phonologique, une liaison, etc. Par osmose avec les acteurs qui les pratiquent déjà, ils savent et ça vient tout seul. Et au bout d'un moment, on obtient cette chose qui est souhaitable. Anne ne me dira pas le contraire non plus, c'est que tout le monde ait la même diction du vers. Je laisse de côté évidemment les interprétations qui sont différentes, les voix qui sont différentes, les corps qui sont différents, mais les règles suivies sont les mêmes. Et on n'a pas ce que Patrice Chéreau me disait un jour, qui détestait quand il y avait 30 dictions différentes, ou une dizaine de dictions différentes dans une même tragédie. Voilà. Alors, pour continuer sur ce point, j'ajouterai simplement, en hommage à Patrice Chéreau, que j'ai travaillé ensuite 12 ans avec lui. C'est à cause de mes connaissances et ma fascination pour le théâtre qui m'a demandé, mais j'ai avec lui traduit. J'ai été dramaturge en sens où Corneille et Racine ne le sont plus. Vous savez, les dramaturges aujourd'hui, ce sont des gens qui font des photocopies dans les pays occidentaux et qui, dans l'Allemagne de l'Est, vérifiaient bien que la doctrine communiste était appliquée par les acteurs. Mais les commissaires du peuple, un peu. Mais c'est un petit peu disparu aujourd'hui. Ils ont moins de fonction politique, ils ont une fonction aide de camp, enfin, si vous voulez, je ne sais pas, mouche du coche dans les pires moments. Et dans les meilleurs des cas, une entente tout à fait agréable avec le metteur en scène. Alors avec Chéreau, j'ai travaillé 20 ans, 12 ans, j'irai très vite là-dessus parce que je n'ai jamais travaillé sur le vers, et je n'ai pas du tout travaillé avec lui quand j'ai travaillé, non, il a monté des pièces l'une des premières pièces qu'il a montées, c'était Don Juan qui n'est pas en vers. Quand je parlais des vers avec lui, il me disait la chose suivante: n'oublie pas de ne pas faire des... Quand je traduis, par exemple, Peer Gynt du norvégien,
qui est une pièce qui est entièrement en vers en norvégien, mais je faisais des vers de temps en temps, et il me disait, tu peux faire tous les vers que tu veux, mais surtout pas l'alexandrin, n'oublie pas que c'est un vers que je déteste. Alors évidemment, il avait modifié un peu son point de vue quand il est arrivé quand il a monté Phèdre, tout à fait après, mais je ne me suis pas du tout occupé de Phèdre. Et juste pour en terminer avec cette question, je suis allé le voir 2 fois parce que j'enseignais au conservatoire, j'ai enseigné 7 ans au conservatoire, invité par Marcel Bozonnet, la diction et la poétique, la cour s'appelait Diction Poétique, et j'enseignais absolument l'alexandrin tel que nous le présentons dans Dire le vers, et puis il y a de temps en temps des considérations poétiques plus extérieures, mais quand il a monté Phèdre, il m'a dit, puisque tu enseignes ça au conservatoire, explique-moi les choses. J'ai commencé par lui dire, eh bien voilà, il y a un certain nombre de règles. Il m'a arrêté tout de suite en disant, je ne veux pas connaître les règles, ça ne m'intéresse pas, ce jeu, c'est connaître la pensée. Et alors, j'ai compris ce qu'il voulait dire. J'ai compris que c'était le mouvement du vers et son sens, c'était quelque chose comme ça, que j'aurais peut-être dû mieux comprendre, mais je étais embarrassé quand même de m'interdire de lui expliquer qu'il y avait quand même des propriétés de le muet, de la liaison et des accents. Il ne voulait rien en savoir. La deuxième séance, ça a été un peu la même chose. Non, mais je veux connaître autre chose. Et ensuite, il m'a écrit un mot tout à fait adorable en disant « Tu as toi seul l'alexandrin, mais je veux faire mes expériences moi-même. » Alors, il les a fait lui-même et Éric Ruff a pu nous en donner quelques exemples ce matin, tout à fait éloquents et tout à fait brillants. Mais pour en revenir à la diction du vers, tu peux peut-être rendre compte comment dans les Corneilles au début, et puis peut-être dans Phèdre aussi aujourd'hui, comment nous servons de ces règles simples, dont Jean-Claude Miller disait encore à quel point elles sont simples concernant le muet, la liaison et les accents, pour obtenir cette diction à la fois tenue, parce qu'il faut tenir le vers dans son ensemble, et en même temps tout à fait scalaire, c'est-à-dire une question d'échelle, qui fait qu'on arrive à ce résultat que je vous garantis qu'un grand nombre de spectateurs qui sortent d'une mise en scène de Brigitte disent « c'est formidable, on ne croirait même pas que c'est en vers », parce que les vers sont bien dits. Et quand les vers sont mal dits, eh bien les gens souffrent parce que ce sont des vers. C'est un paradoxe qu'on obtient. Pourquoi? Parce que le vers et la langue sont intimement liés. Voilà. Oui, mais ce qui permet cela, c'est d'une part la respiration du vers, dont on pourra parler, et aussi justement le rapport des accents et des liaisons. C'est-à-dire qu'en fait, enfin voilà, s'ils sont bien posés et s'ils sont bien utilisés, on les travaille de façon extraordinairement différente. C'est-à-dire que sur chaque vers, on a un mouvement qui peut être différent. Ce qui devait être très ennuyeux à une certaine époque dans l'alexandrin, c'est le côté machine à coudre de la chose, le côté rond-rond de l'affaire. Et peut-être aussi que pendant longtemps, on ne faisait que 2 accents de vers, c'est-à-dire l'accent à l'hémistiche et l'accent à la fin, et que les 2 vers supplémentaires que j'ai découvert grâce... 2 accents supplémentaires. Pardon, les 2 accents supplémentaires que j'ai pu découvrir, qui sont beaucoup plus aléatoires, enfin pas aléatoires, mais en tous les cas qui ne sont pas réguliers, si je puis dire, qui cassent la régularité de l'accentuation du vers, qui permet d'une certaine manière donc beaucoup de différenciation qui me semblait extrêmement importante. Donc une sorte de respiration de ça. Sur les accents, par exemple, on peut faire... les accents et les liaisons sont très liés. C'est-à-dire que pour pouvoir faire des liaisons très légères, très à peine audibles, il faut qu'on puisse permettre aux accents de s'allonger ou de... Voilà, il y a des formes très différentes de dire le muet ou de le sous-entendre, de le faire entendre, en tous les cas faire entendre sa place plutôt que complètement. Donc voilà, c'est différent, c'est très très important. Une fois que les acteurs ont compris cela, ils peuvent s'emparer du vers sans qu'un seul instant on ait ce sentiment rond qui fait qu'on n'entend plus ni la pensée ni le sentiment qui organise la scène. Enfin,
il y a voilà, cette question-là. Quand on s'est habitué à ces règles et à leur effectuation, on a une oreille médicale des pathologies différentes de certaines dictions. Alors, vous écouterez, vous entendrez aisément que vous avez les gens, c'est comme les hérésies, les gens qui pensent qu'il n'y a que l'alexandrin est un vers qui est une seule unité et qui doit se dire d'une seule traite et un vers après l'autre. Alors c'est mortel. Enfin, vous l'emportez la faveur du roi, qui n'était du Camois, il vous fait gouverner du prince de Cassis. Excusez-moi de dire du Corneille, mais... Et puis alors vous avez les malades de l'hémistiche. Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est mortel. Mais dans les exercices que vous pouvez faire avec des élèves ou des apprentis acteurs, vous pouvez leur faire, faites un accent seulement sur la 12e. Puis ensuite faites un accent seulement sur 6 et 12. Et puis ensuite faites des accents sur 6, 12 et sur les deux accents mobiles du vers. Et là, les acteurs découvrent, les élèves ou les acteurs découvrent tout d'un coup la structure du vers et c'est tout à fait formidable. Et peut-être puis-je toucher à l'un des problèmes qui se présentent ici, c'est que souvent vous aviez dans le ronron des acteurs qui pensent qu'il faut faire entendre la rime et chanter à la rime. Alors songe, ces filles, à cette nuit cruelle, qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Et vous avez des variations comme ça qui sont tout à fait saisissantes, qui peuvent être quelquefois, c'est toujours la même chose, très belle si c'est une immense actrice qui fait passer ça, et horrible si c'est un immense acteur, excusez-moi d'être un peu sexiste là, si c'est un médiocre acteur qui fait ça. Ou de même, si prenons un autre exemple, non, on y viendra après. Mais c'est vrai que les accents de vers sont ce qui permet de mesurer ce problème. Accent de vers que on a bien remarqué, qu'on entendait aussi dans la diction baroque, bien placés comme ils le sont depuis 300 ou 400 ans. Voilà. On se trouve, je dois le dire, toujours entre deux écueils. Ça a été signalé ce matin à bon droit, c'est le formalisme absolu et puis le prosaïsme dégénéré. Et on est toujours... L'art du vers, c'est un art qui doit toujours se situer, la prononciation, la diction du vers. Je dois dire, j'ai noté ce matin la personne qui a très bien distingué le moment où on est passé de la notion de déclamation à la notion de diction, avec cette propriété que la déclamation aujourd'hui est mal vue, il déclame, c'est pas possible. Maintenant il y a la diction, et j'avais dit que Barthes, pour éviter diction et déclamation, on était arrivé à la prononciation, qui est quand même la moindre des choses qu'on prononce une langue. Je ne suivrai pas sur ce terrain. Mais je n'aurais rien contre le fait qu'on rétablisse la notion de déclamation à condition qu'on n'entendit pas par là le fait qu'on brame ce que Claudel appelait bramer, hein, c'est-à-dire « et je vois quel est-il ?» Il avait horreur de ça. Et il voulait qu'on modulât sur les consonnes. Je vous renvoie d'ailleurs à l'admirable article qu'il a fait sur le vers français dans les écrits en prose, où il appelle d'ailleurs le mot phonologique phonème, donc c'est une mauvaise utilisation du concept de Saussure, du cours de linguistique générale de Saussure, mais ce qu'il entend par phonème, c'est ce qu'il appelle unité de souffle, ce que tu appelais respiration, et ce que on doit faire entendre dans un vers. Alors, je voudrais dire juste une chose sur la respiration, c'est que souvent, on imagine que la respiration, ça veut dire qu'on reprend sa respiration. Alors, ma mère me racontait le récit du Cid par Albert Lambert, et ça donnait « Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort », etc. Et ça l'avait un peu dégoûté des vers. Mais c'était par ailleurs sûrement un très grand acteur par ailleurs. Et je pense qu'il faut distinguer des respirations et des pauses, et des petites pauses. Et à propos de ce que j'entendais dire à propos de l'accentuation, il n'est pas vrai qu'après une accentuation, vous devez faire une pause. La pause, il y a une limite de mots, mais l'accentuation qui est accentuée sur la dernière
syllabe d'un mot peut très bien être suivi immédiatement par le mot suivant, d'autant plus facilement que la syllabe qui précède a été allongée, sans que vous ayez besoin de parler de pause et de respiration. C'est-à-dire, vous pouvez faire une grande respiration lorsqu'il y a une grande pause à la fin d'une phrase, mais vous pouvez très bien enchaîner d'un vers sur l'autre, comme si c'était presque un enjambement, mais pas au sens peut-être de Victor Hugo, mais où vous vous permettez quand même d'enchaîner d'un vers sur l'autre. Et ce qui évite, parce que la doctrine que le vers est un mot phonologique à lui tout seul est tout à fait fondée, mais elle n'entraîne pas le fait que vous ne puissiez pas enjamber d'un vers à l'autre, y compris de façon assez rapide. Par exemple, enfin vous l'emportez et la faveur du roi vous élève en un rang qui n'était dû qu'à moi, c'est la faveur du roi que vous élève en un rang qui n'était dû qu'à moi, donc vous n'avez pas de raison de dire enfin vous l'emportez et la faveur du roi vous élève, non. Enfin, mais pas non plus la prose, enfin vous l'emportez et la faveur du roi vous élève en un rang qui n'était dû qu'à moi. Enfin vous l'emportez et la faveur du roi, légère pause, presque rien du tout, vous élève en un rang qui n'était dû qu'à moi. En plus, c'est peut-être seulement dans la traduction, mais dans les essais de linguistique générale de Jacobson, je me demande si ce n'est pas le traducteur français qui l'a ajouté, mais évidemment, Jacobson cite tout à fait ce vers, ce rejet incroyable d'Aricie à Thésée, quand elle lui dit « Vous avez purgé la nature de tous les monstres, mais vous en laissez vivre un, votre fils Seigneur me défend de poursuivre. » Et alors, Jacobson dit lui-même dans son commentaire, évidemment, on peut enchaîner, on peut dire « Et vous en laissez vivre un, votre fils Seigneur me défend de poursuivre. » Ou bien vous pouvez faire « Ou bien vous en laissez vivre un, votre fils Seigneur me défend de poursuivre. » Mais là, dans les deux cas, vous perdez l'un des éléments de cette extraordinaire exception célèbre entre toutes, et vous devez vous arranger, si je ne me trompe, pour faire entendre à la fois la rime, le rejet, le silence que vous voulez, après tout pourquoi pas, et vous en laissez vivre. Quand vous êtes comme ça, vous pouvez suspendre 3000 spectateurs, traverser toute la scène. D'autres remarques? Non, c'est tout à fait vrai. Peut-être... Non, alors, est-ce que nous passons à Phèdre tout de suite? Peut-être. Non, peut-être. Comme tu veux. Ben non. Oui, non, je voulais simplement signaler quelques exemples parce que... Alors, juste un exemple sur la liaison. C'est une anecdote, je les cite ici pour éclairer les différents chapitres que Jean-Claude Milner illuminait tout à l'heure, c'est-à-dire une grande chanteuse, Jeanne Bathory, chante un air très beau, je ne sais lequel. Elle chante ça à Francis Jam et à Paul Claudel. Et Francis Jam lui dit « Madame, c'est tout à fait admirable, mais je regrette parce qu'on n'entend pas les liaisons, vous ne les faites pas. » Et Claudel dit ah non, alors, non, elle a raison, j'ai horreur des liaisons, il ne faut pas faire de liaison. » Ça a donné le résultat suivant, que dans une mise en scène par ailleurs très intéressante de Partage de midi, le metteur en scène, Yves Bonnel, est parti du principe sans doute qu'il fallait supprimer toutes les liaisons de la langue française. Ce qui donnait dans les grands rapports amoureux de Partage de midi des phrases comme « il est un homme ». Pour pas dire « il est un homme » où il y a deux liaisons, évidemment, une avec « il est un homme » et un homme avec une nasale, avec tout le problème des nasales, etc. Mais je suis sûr que Claudel aurait été horrifié de faire « il est un homme ». Claudel ne voulait simplement pas des liaisons qu'on est obligé de faire dans le vers pour respecter l'unité phonologique du vers lorsque la consonne de liaison se trouve devant une voyelle. Alors et là, il faut faire une liaison qu'on ne ferait pas forcément dans la prose parlée. Parce que Francis Gemme lui dit « Ah non, mais si, moi je fais les liaisons même dans la prose parlée. Par exemple, je dis un toit en tuile. » Et Claudel dit « Non, non, moi je dis le café des arts. » Pour le café des arts. Claudel ne disait pas le café des arts, et Francis Gemme disait sûrement un toit en tuile, mais dans les vers non nombrés, libres,
qu'on peut en effet appeler verset, Claudel ne respecte pas l'interdiction du hiatus. Hein. Exemple, il a demandé à une femme et elle est incapable de le lui donner, car il n'y a rien au ciel et sur la terre que l'amour ne soit capable de donner. Ça vous fait une bonne leçon d'amour, ça. Hein. Eh bien, il a demandé à une femme, vous avez deux hiatus qui ne sont pas interdits dans les vers de Claudel, mais qui le seraient dans les vers classiques. Voilà. Non, mais ça vous plaît. Phèdre, peut-être. Sur les... Oui, mais c'est ça. Non, dites. Ben, je pense qu'il faudrait passer à Phèdre. Ah ben d'accord. Alors, Phèdre. Comment monter Phèdre? C'était ça l'idée? Je sais pas. Je voudrais... Qui m'a fait... Oui, vas-y. Non, si, vas-y. Ça, c'est très difficile de parler comme ça. Enfin, pour moi, en tous les cas, j'en sais rien. D'une mise en scène qui est très... On entend bien, là, oui. Oui, on doit entendre, c'est ça. Je n'ai pas de doctrine sur la chose, donc ce que je sais, c'est qu'au fond, ce qui m'intéresse, moi, dans le théâtre dit classique, c'est au fond l'art qu'ils ont de composer une histoire. Enfin, c'est des scénaristes absolument formidables. C'est des... Comment à la fois ils conduisent l'histoire et comment, d'une certaine manière, ils la terminent. C'était vrai pour Corneille et c'est bien sûr vrai pour Racine. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Une fois que la question de la diction, la question est résolue, on rentre dans l'histoire. Et à ce moment-là, on utilise en effet cette diction, cette langue révélée aussi, cette sorte de langue à l'intérieur de la langue qui est alexandrin, on l'utilise en effet pour aller... pour interroger la force même de l'histoire des intrigues de chacune des scènes. C'est ce rapport-là qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'une fois que, en effet, régler toutes ces questions entre les comédiens, on peut se raconter l'histoire comme si elle avait lieu ici et maintenant. Ce qui m'importe, c'est comment, au fond, ce théâtre-là continue d'être une sorte de traité des passions pour aujourd'hui encore. Enfin, c'est au fond ce côté transhistorique même qui me fascine dans ces pièces et on a rarement été plus loin que, pour revenir à Phèdre, que Racine dans l'exposition de ce que c'est que le désir fou et les effets terribles comme ça. Voilà. Donc on apprend, il nous interprète encore. C'est des textes, c'est une des raisons pourquoi je les ai montés si souvent, je continuerai bien volontiers, c'est qu'il nous interprète encore, il nous donne à voir ce que nous sommes, toujours. Bon. Donc, d'ailleurs, très longtemps, je n'aimais pas l'idée de vous faites du classique, vous êtes une spécialiste de Corneille. Je ne me sens pas ni spécialiste, ni ni prise dans les catégories. J'essaie de m'emparer réellement de ces pièces pour en faire quelque chose d'ici et maintenant pour les acteurs et pour les spectateurs. Et souvent, les spectateurs sont sortis, en tous les cas, des Corneilles en disant « mais jamais j'aurais imaginé cela ». C'est-à-dire, tout d'un coup, on voit surgir des femmes, on voit surgir des sentiments qu'on n'imaginait pas avant, parce qu'on est pris trop dans l'explication scolaire, codifiée, et en plus pas vraiment interrogée depuis quasiment le 19e siècle. Enfin, c'est ça qui me fascine. Alors, pour revenir à Phèdre même... Il faut peut-être dire quelque chose sur les corps aussi, oui. Hein, parce que nous n'avons plus les corps du XVIIe siècle. Nous avons encore des guitares, des théors, des luttes, des orgues, mais les corps du XVIIe siècle
nous les avons sur les gravures, etc., mais on n'a pas encore ressuscité des corps. Moi, j'aimerais voir sortir du tombeau un corps du XVIIe siècle et voir comment il bouge. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le corps aujourd'hui a changé, et là, on retrouve la même chose. La prononciation a changé, mais pas les principes structuraux de la diction. Les corps ont changé, mais alors que faire, là? Non, mais ce qui est beau, c'est cette sorte de contradiction entre la structure de la langue et la diction selon le petit livre rouge comme ça de Jean-Claude et François, et le corps moderne, le corps qui peut s'asseoir, qui peut se coucher, qui peut boire, qui peut manger, et en même temps dire le verbe. Bon. Dans Phèdre, on ne fait pas cela. C'est-à-dire, si, il y a un enjeu, une mise en jeu du corps que j'ai essayé de pousser à bout, au point même, bien sûr, de transgresser tout ce qu'on appelle la bienséance. Les corps se touchent, les corps... Voilà. Moi, je fais partie d'une génération de metteurs en scène qui est née avec Barthes, avec tout un monde nouveau, d'une certaine manière, de réflexion nouvelle sur, pas seulement sur le théâtre, mais comme ça sur la vie, sur la philosophie, et donc c'était aussi un moyen de liberté. Enfin, le théâtre, il n'y a aucune recherche archéologique dessus, il y a juste un savoir qui s'est peu à peu constitué, bien sûr, sur ces pièces, mais voilà, c'est pas ça qui m'aide le plus dans la mise en scène. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur il faudrait venir la voir. Juste une remarque, mais là on entre dans le contenu de la pièce, c'est un autre problème. J'ai remarqué que les gens jeunes qui venaient voir cette pièce, et j'ai en lisant ce à quoi Chéreau s'était intéressé, je me suis aperçu qu'il avait vu la même chose, c'est-à-dire que le problème du rapport du père et du fils était devenu très important, non pas pour effacer le rapport de Phèdre à Hippolyte, mais bien sûr que le rapport de Phèdre à Hippolyte est tout à fait fondamental, la pièce tourne autour de ça, mais pas au point de vue si c'est inceste et adultère, même si vous me parlez toujours d'inceste et d'adultère, même si les mots apparaissent. En revanche, les rapports monstrueux que Thésée a avec son fils, et Chéreau avait mis l'accent là-dessus, tu pourras dire ton mot là-dessus aussi, c'est que ces rapports monstrueux sont... ça frappait les gens jeunes que j'ai vus qui sont venus voir, enfin, les gens de vos âges, quoi, à quel point le père pouvait être monstrueux avec le fils, alors que d'habitude il y avait ce phénomène que Phèdre, ça faut éviter que Phèdre écrase tout, symbolise tout, remplisse tout et soit à elle seule le monument. Il y a eu quand même des représentations dans lesquelles, en dehors de Phèdre, on ne s'intéresse pas au reste. C'est comme si c'était, moi j'ai déjà vu quand même, même le film de Marie-Belle, par exemple, on la voit, il y a elle, et puis il y a elle, et puis il y a elle, les autres, ça passe comme ça très vite, et puis Hippolyte, il a déjà 50 ans, elle en a 60, c'est pas très... Sur le côté de la question des âges, et je trouve que dans la pièce qui contient évidemment ça fait un contrepoint tout à fait saisissant. Oui, c'est vrai, mais ça commence déjà avec Hippolyte et Aricie, c'est-à-dire la pièce tourne autour de la question de l'innocence. Il y a une innocence de Phèdre qui tout d'un coup est saisie par le désir au moment même où elle vient d'épouser Thésée, par le désir pour un autre, et de même Hippolyte qui s'était juré de ne pas ressembler à son père qui est un coureur fini et dont il déteste la moitié, dont il adore le chasseur de monstres, et il a honte
la dimension sexuelle très forte comme ça de son père, et lui-même est pris là-dedans tout d'un coup, puisqu'il est tombé amoureux, en plus d'une jeune fille interdite par le père. C'est quand même assez lourd, tout ça, on peut dire, et interdite par le père, et en même temps, quelque chose, il dit qu'il ne se reconnaît plus. J'ai été frappée d'abord par ce qu'il dit de lui-même à Rissi, quand il la rencontre et qui finalement il est poussé à l'aveu. C'est le premier grand aveu, et c'est totalement bouleversant, parce que c'est presque la même chose pour elle aussi. Je pâlis. C'est-à-dire tout le corps en est complètement défait. Encore combien de minutes? Pas beaucoup, 4-5. 4-5 minutes avant. Et pour Hippolyte aussi, enfin, le fait de ne pas se reconnaître est une chose tellement importante. Bon, ça traverse toute la pièce, cette question-là. Voilà, mais dans chaque scène, on pourrait parler de chaque scène, de fait. Est-ce que je peux poser une question? En vous écoutant, par exemple, vous parlez du fait que Hippolyte ne se reconnaît pas, et spontanément... vous m'entendez? Vous dites qu'Hippolyte ne se reconnaît pas, qu'il transforme l'image qu'il avait de lui-même, et je me dis, au fond, Hippolyte est en train de nous jouer déjà ce que Joas fera plus tard. Joas, l'enfant du temple, qui va assassiner le grand prêtre quelques années plus tard. Au fond, Hippolyte, il est déjà en train d'assassiner quelque chose et d'être transfuge à lui-même, comme Joas le sera plus tard. Et du coup, quand vous mettez en scène ces pièces, est-ce qu'il vous arrive de les lire les unes par rapport aux autres, en mettant en relation des scènes qui sont résurgentes, récurrentes, qu'on trouve dans d'autres pièces et puis qui réapparaissent dans Phèdre, vous voyez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez présent à l'oreille? Est-ce que c'est ma manie d'universitaire qui fait que moi, dès que je lis, je me dis, ben oui, ça je l'ai déjà vu, c'est chez Sénèque, c'est à tel endroit, c'est chez Échille, voilà. Et puis ça vient enrichir ma lecture qui est une lecture, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous nourrit vous-même et à quoi vous pouvez penser à ajouter ces références? De même que Phèdre, comment ignorer que c'est l'année où sort La Princesse de Clèves, et là bien sûr je pense au Cagneux parmi vous, avec toutes les résonances et voilà, la présence de l'augustinisme par exemple qui anime les deux pièces. Phèdre c'est un requiem, Philippe Sellier a très bien montré qu'il y avait dedans une marqueterie qui venait du Dies Irae traduit par le maître de Sacy dans la Bible dite de Port-Royal. Est-ce que ce sont des choses qui vous intéressent, auxquelles vous pensez? Est-ce que c'est au contraire vous détournez de cette appréhension immédiate des personnages à laquelle vous faites de façon très, très touchante allusion? Est-ce que pour vous ça tue le personnage, ou est-ce qu'au contraire ça peut venir nourrir davantage une mise en scène? Ça ne tue pas le personnage, mais ça ne nourrit pas particulièrement. Non, je cherche plutôt dans chacune des pièces ce qu'il y a de plus singulier. Et je me dis, je sais qu'il y a une Phèdre de Sénèque, je sais qu'il y en a une d'Euripide, je les ai lues et puis à un moment donné je les oublie. Parce que je découvre d'abord que celle de Racine m'enchante plus, et non, je fais pas de relation. Alors, il est vrai que comme j'ai monté une dizaine de pièces par exemple, pour en revenir à Corneille, une dizaine de pièces de Corneille, je suis frappée en effet par un projet quand même qui se lit à travers toutes ces pièces, et où il y a des répondants entre les événements dans chacune de ces pièces. Donc je travaille à la fois sur les différences et en même temps ce qui fait quand même un corpus réel. Mais je n'ai pas ça. Je trouve que dans Racine, il y a au contraire il me semble une unicité enfin, de chacune des pièces, et en particulier alors on pourrait dire qu'on rencontre dans chacune des pièces quelque chose quand même
d'un monde terrible, enfin, c'est-à-dire une sorte d'abysse comme ça de l'être humain, comme ça, qu'il n'y a pas du tout dans Corneille. Corneille nous a plutôt que même en train de mourir, les héros de Corneille ou les héroïnes comme ça ont une sorte de quant à soi et formidable. Et chez Corneille, il y a quelque chose, chez Racine, pardon, quelque chose d'un abîme qui s'ouvre. Et c'est passionnant. Enfin, c'est en ce sens que je le trouve très contemporain et très moderne, quoi. Mais non, non, mon idée n'était pas du tout Pardon. Mon idée n'était pas du tout d'écraser Racine en disant c'est la même chose qui revient, mais au contraire, la comparaison de passages qui peuvent se ressembler aide parfois à discerner ce qui est rigoureusement original dans chacun d'entre eux. Vous voyez, c'était dans cette optique-là que je. Ah oui, d'accord. Voilà, pas du tout de dire c'est la même chose, hein, ça n'aurait aucun sens. Oui. Alors peut-être des questions pour la salle? Amdel B. Tu as monté Phèdre en quelle année? Il fallait qu'il y ait Brigitte Jas pour qu'enfin on parle de désir chez Racine et de sexe. C'est vrai que toute la journée, on n'a pas parlé de l'érotisme de Racine. Et tu l'as évoqué, et avec le corps racinien, et merci, parce que tu as évoqué aussi l'innocence. Je voulais juste ajouter ce que, François, tu disais, ce que Brigitte aussi a remarqué. Un jour où je faisais des cours à Mière à des jeunes, la scène entre Thésée et Hippolyte. Et j'étais étonnée, un jeune acteur qui était jeune n'arrivait pas à jouer Thésée, parce qu'il voyait Thésée, un vieux monsieur, etc. Mais comme ils avaient 20 ans tous les deux, 23 ans, puis, à un moment donné, j'ai dit, mais écoute, j'ai pas, déshabille-toi sans te mettre complètement nu, etc. Mais Thésée ne supporte pas l'idée, je sais pas pourquoi ça m'est venu, qu'Hippolyte a touché le corps de Phèdre. Et là, j'ai vu quelque chose d'absolument incroyable, parce que tous les deux, je ne sais pas ce qu'il leur a pris, ils ont jeté leurs vêtements, il enlaçait son fils avec un désespoir total, et j'ai compris qu'effectivement, Phèdre, c'est dommage qu'on ait toujours Phèdre, le sang, c'est que ce rapport du père et du fils avec elle au milieu est quelque chose d'absolument fondamental pour la pièce. Donc ça, je voulais te remercier d'avoir évoqué ça. Et l'autre chose, c'est qu'on n'a pas assez parlé, alors peut-être tu pourrais répondre, dans un interview, tu as dit une très très belle chose, tu as dit, avec Corneille, j'arrive à mettre des verres, des accessoires, avec Racine, impossible. Ce qui m'est arrivé aussi dans la Comédie Française, où je voulais que Phèdre boive un moment, parce qu'elle allait faire l'amour avec Hippolyte peut-être, et impossible, Martine Chevalier me dit, je ne peux même pas attraper le verre. Donc je voudrais te poser la question sur le rapport des accessoires chez Corneille et chez Racine. Et puis la dernière chose, ce qu'on retrouve dans toutes les pièces, c'est quand même que c'est pardon, hein, je dis c'est comme si Racine avait donné un sexe à Dieu. C'est d'un érotisme épouvantable. Il y a Andromaque, quand même, elle cède, tous mes ressentiments lui seraient asservis, c'est pas une veuve prude. Elle est tombée, elle a eu, comme tu dis, c'est le choc à chaque fois, un instant a suffi. C'est le choc, elle voit Pyrrhus quand même, en plein dans des marques de sang ouvertes qui tuent les enfants. Et elle le décrit, Bérénice décrit Titus comme si c'était Hitler fasciste, et elle l'a vu extraordinaire. Et Phèdre, les mots de Phèdre, alors malheureusement je n'ai pas encore vu ta Phèdre, mais c'est épouvantable à jouer. Frappe, enfin c'est du Pasolini, voilà. Je voulais juste lancer quelques questions en plus. Oui, tu as tout à fait raison, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est ça qui est intéressant de mettre en jeu. C'est plutôt, en effet, d'ailleurs, plutôt parfois le cinéma, ou pour... on est traversé par un certain nombre d'idées dans les scènes, plutôt que
de travailler sur le savoir que vous disiez, c'est plutôt inspiré par aujourd'hui, par tout ce qu'on a pu découvrir aujourd'hui sur l'inconscient, qui alimente quand même une façon de faire et de mettre en scène ce type de pièce. Je dis ce type parce que, et particulièrement Racine, qui met en scène en effet donc le corps, voilà, très, très présent. Alors, pourquoi on peut boire et manger chez Corneille? C'est que dans Corneille, en général, les scènes, sauf quelques scènes vraiment tragiques, mais la plupart du temps, il y a une sorte d'ironie, comment dire, de distanciation par rapport à ce qui est raconté ou par rapport aux scènes qui sont jouées, où on peut tout à fait, en effet, boire un peu de champagne ou whisky ou même d'autres choses. Ça marche. Mais on est dans une sorte d'extrême toujours dans Phèdre. On n'a pas le temps de se sustenter. Éric Ruff disait ce matin qu'il y avait des moments comiques dans Racine. En général, dans Corneille, tu en trouves beaucoup. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a du comique Dans Andromaque, j'étais toujours frappée par... Je ne connais pas par cœur, moi. À un moment donné, quelqu'un vient dire qu'Hermione veut partir à Pyrrhus, qu'elle en a marre, elle dit mais qu'elle parte. Et tout d'un coup, on a comme ça quelque chose d'un peu drôle et même presque grossier avec lequel il dit ça me met plus. Mais c'est très rare qu'on puisse rigoler avec Racine. Du comique dans Racine non, Brigitte a raison. C'est très très drôle quand il dit qu'elle parle épire, avec le jeu de mots épire. Non, dans Phèdre, j'en vois pas. Malheureusement, il y avait une jeune fille qui a parlé du rire. Moi, j'ai vécu ça à la Comédie Française, et c'est l'horreur. Parce que pour Racine, on ne peut pas rire. Même les plaideurs, c'est vraiment pas drôle. Je trouve. Alors, nous délasser à part d'autres procès. Il y a la Comédie Française, un jour où Moulieu jouait Thésée avec Martine Chevalier, et puis ils étaient à un niveau tragique et épouvantable. Et il y a un spectateur qui c'est l'horreur. Là, moi, je me suis dit, c'est comme une mort. Il y a un spectateur qui a fait ha 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 comme ça. Mais c'était effrayant. Je vous dis, c'était effrayant. Et Beaulieu, qui a 1m90, et c'était la grande scène avec Phèdre, où il essaye de lui arracher l'aveu. Il est sorti de sous Martine Chevalier, en plus avec les costumes de la Croix, les traînes et tout. Et il s'est avancé vers le public, et toute la salle de la Comédie Française, je me souviens, parce que j'étais là tous les soirs, a fait... Et il a dit, venez sur le plateau. C'était effrayant. Un rire sur la... Et tu as raison, Corneille, moi je connais beaucoup moins Corneille, j'ai monté sur les arbres, mais il y a, oui, comme tu dis, formidablement, Racine, on n'a pas le temps de lire. On n'a pas... C'est comme si on entrait dans la chambre d'un agonisant et quelqu'un rit. C'est pas possible. C'est comme au moment de l'orgasme, quelqu'un éclate de rire. Enfin, excusez-moi, on était un peu dans la... Bien, on va peut-être passer de l'orgasme à la petite mort de cette première partie de l'après-midi en changeant d'entretien. Vous remercier. Donc merci beaucoup. Nous restons sur notre jouissance.